Salut les Wargamers, c'est Yves de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Aretas. Puisque on est fraîchement revenu de Zagreb, puisque se déroulait du 22 au 25 novembre le WTC pour Winter Team Championship, un petit ETC sur lequel 10 pays pour 12 équipes étaient présentes, dont l'équipe de France. Exactement, en fait c'est vraiment un petit ETC, il y a moins d'équipes, moins de joueurs dans les équipes, donc on passe de 8 à 6 joueurs dans chaque équipe. Mais après c'est tout pareil, c'est le même système d'appareillement, c'est les mêmes règles, c'est le même rules pack, les mêmes missions, tout pareil. Au niveau du système d'appariement, donc de pairing, qu'est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs comment est-ce que ça marche? Puisqu'on est sur une ronde suisse, mais à partir du moment où les deux équipes, donc les deux pays, sont dits l'un contre l'autre, qu'est-ce qui se passe? On s'installe et là on lance un dé. L'équipe qui gagne le jet de dé, entre guillemets, va choisir sa première table sur le premier match-up. Les match-up ils sont définis, on pose chaque équipe face cachée une liste de défense, on appelle ça, donc face cachée. Une fois que les deux équipes ont posé, on les retourne en même temps. Si nous par exemple on pose l'Eldar au hasard, et eux ils ont posé, je sais pas, l'Imperial Knight, on récupère leur carte et on dit bah voilà, on va poser deux attaques contre cette liste. Lesquelles? Donc on choisit, ils choisissent, et après on pose face cachée en même temps, une attaque sur la liste de défense, et une liste qui est refusée, qui retourne dans le deck de l'adversaire. On répète ça jusqu'à la fin. D'accord, donc pour revenir un petit peu sur l'intérêt du premier jet de dés, c'est uniquement pour définir qui va avoir le choix de la première table versus le deuxième défenseur. Sous-entendu, si sur 6 tables, il n'y en a qu'une qui est bien, l'intérêt d'avoir ce jet de dés, c'est qu'on va être sûr de pouvoir se positionner dessus, alors que les autres auront le choix des 5 autres. Exactement. En fait, l'équipe qui va gagner le jet de dés, dans un méta à 6, donc contrairement à 8 par rapport à l'ETC, c'est vraiment le gros avantage. Dans un méta à 8, on n'a pas envie de gagner le jet de dés pour choisir les 3 dernières tables. Et là, dans un méta à 6, on a envie de gagner parce que non seulement on choisit la première, mais en plus, on va choisir les 3 dernières tables. J'explique. On va gagner le jet de dés, on choisit la première table pour notre défenseur. Eux, ils vont choisir forcément la deuxième. Et après, en inverse, c'est encore à eux de choisir, puis à nous. Mais le truc, c'est qu'à 6, une fois qu'on a choisi cette donc 4e table, il ne reste plus que 2. Et en fait, on les choisit aussi. On choisit vraiment les 3 dernières. Donc là, c'était vraiment un avantage énorme. En tout cas, on vous a préparé un petit clip justement des meilleurs moments du WTC, à savoir qu'il y avait pas mal de lives qui ont été faits sur la chaîne SWS sur Facebook qui vous permettaient justement de vous suivre à travers les différentes rondes et qu'on se retrouve juste après ce clip pour débriefer ensemble.
see. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. On se retrouve donc les Wargamers après ce petit clip vidéo. Comme vous l'avez vu au tout début, la France finit donc 3e sur 12. 3e qui est quand même une super belle place. Je sais que derrière ce petit sourire se cache pas mal de frustration. On est là pour en parler très rapidement, pour survoler justement ce qui s'est passé au WTC. Vous avez commencé contre un match contre l'Italie où vous gagnez 88-32, ce qui est quand même un très bon score. Pour rappel, au niveau de ce WTC, on est sur 120 points répartis sur 6 tables avec des matchs basés sur une échelle de 20 points. Donc c'est sur des 20 points distribués entre les deux joueurs. Et pour gagner, il faut plus de 10 points d'écart cumulés sur l'ensemble des tables. Sous-entendu, il faut plus de 65 points pour pouvoir gagner. C'est important de le préciser. En gros, On aurait dû s'en souvenir avant. puisque contre l'Italie, il y a 88-32 pour vous. Contre la Hongrie, il y a 19-101 pour la France encore. Ça fait partie des plus gros scores qui ont été mis sur tout le WTC, toute équipe confondue. Ensuite, contre la Grèce, 97-23, toujours pour la France. Ce qui nous place en ultra pole position par rapport au goal average. Sous-entendu, si en cas d'égalité, il y aurait besoin justement de nous départager sur le nombre de points. Nous départager puisque pour rappel, une victoire vaut 2 points, une égale 1 point, une défaite 0 point. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue justement de cette première journée et demie, puisqu'il y avait 2 parties par jour, la France était à 6 points et l'équipe derrière était, elle, à 5. Sous-entendu, à partir du moment où on jouait la 4e partie contre l'Ukraine, il nous suffisait de mettre que des égalités pour pouvoir gagner le WTC. Or, malheureusement, on aurait pu enfoncer le clou contre l'Ukraine en mettant une win, ce qui nous aurait dédouané même d'une égalité contre la Pologne, au final. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, on marque pile poil 65 points à 55 contre les fameux 66 qui étaient nécessaires. Donc, première game ultra frustrante. Néanmoins, la première place reste complètement à portée de main, puisqu'on tombe en finale contre la Pologne et il nous suffit de mettre une égalité pour pouvoir choper la première place. Et encore une fois, cette fois-ci, pour atteindre l'égalité, il faut que eux mettent 65 points et nous 55 et on tombe à 63 points. Donc un WTC plein de frustration, puisque sur 2 games, la première à 1 point près sur 120, on rate la victoire, et contre la Pologne, à 2 points près, on rate l'égalité. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que capitaine, sur l'aspect global du tournoi? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que le fait de tomber sur Italie, Hongrie, Grèce, Ukraine et Pologne est un bon ordre pour tomber contre ces pays-là? Qu'est-ce que tu as pensé, encore une fois, de l'événement global et de tes gars? Eh ben, c'est frustrant. Je regarde vraiment un excellent souvenir. C'était un super tournoi, un super week-end. On a passé 3 jours en Croatie. En plus, on connaissait déjà Zagreb de cet été. Super sympa. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez-y. Le salon en lui-même était vraiment génial aussi. On n'a pas eu trop le temps de visiter, mais du peu que j'ai vu, franchement, j'ai kiffé. Est-ce que c'est important quand même de préciser? Donc oui, en fait, la partie de Warhammer 40 000 se greffait au pôle Carta Magica, qui correspond au jeu de cartes et au jeu de plateau, qui faisait partie du salon Reboot Gaming, qui est un salon qui se déroule tous les ans à Zagreb et qui fait partie des plus grands salons de jeux vidéo d'Europe. Ouais, exactement.
Sinon, par rapport au jeu, moi, en tant que capitaine, franchement satisfait de l'équipe. On a fait du bon boulot, il y avait une super ambiance, on a vraiment tout donné, on a commencé très très fort sur des pays un peu plus petits, entre guillemets, au niveau de l'ETC, donc l'Italie, la Grèce, la Hongrie, tout ça c'est des plus petits pays, mais on a vraiment marqué beaucoup de points, beaucoup plus que les autres pays qui les ont rencontrés, donc ça veut quand même dire beaucoup. Ensuite, l'Ukraine, donc l'Ukraine qui finit deuxième du tournoi, là on loupe la victoire de 1 point, 1 point sur 120, voilà. Ça aurait pu être la win, comme ça aurait pu être légal. c'est ballot. Et pour finir, la Pologne, où on se dit, voilà, on a entre guillemets, une égale à faire pour être premier. Et manque de bol, on loupe ça de 2 points, sur en plus une décision arbitrale un petit peu houleuse à la fin. Donc bon. Deux décisions d'arbitre en fait, puisqu'il y a eu une décision d'arbitre sur la table de Dletch pour l'empêcher de faire revenir une unité de cultiste à plein potentiel. Là, il est obligé de faire revenir une plus petite unité. Et ensuite, sur la fin de la partie de la partie de Chazo, donc To versus Drukhari, où en fait la partie doit s'arrêter tour 3 et pas tour 4, alors que pourtant l'un des deux arbitres, entre guillemets, avait autorisé les mouvements de tour 4. Et ça donnait justement une égalité à la France à ces 2 points. Exactement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu 2 décisions arbitrales très compliquées pour la France. C'est le jeu. En plus, la décision arbitrale sur la Pologne, c'était en fin de partie, fin de journée. On avait l'avion qui ne nous attendait pas, justement, qui ne nous attendait pas. Donc vraiment, il fallait y aller. Il n'y a pas de gros enjeux au WTC. Donc moi, j'ai pas. On a eu le prix de peinture. On a eu le prix de peinture. Hey, yes. On a un beau diplôme. Donc il n'y a pas d'énormes enjeux, si ce n'est moral, entre guillemets, au WTC. Donc on n'allait pas batailler et se faire des ennemis mortels avec la Pologne pour l'ETC. Franchement, ça n'avait aucun sens. Je préfère qu'on parte sur une 3e place qui est tout à fait honorable et qu'on reste bons amis plutôt qu'on soit à couteau tiré avec les Polonais. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, puisque en effet, au niveau du WTC, il n'y a pas énormément d'enjeux, si ce n'est un entraînement avec des équipes internationales. C'était principalement le but. Ça s'est clairement vu que ça se passait à 2 vitesses avec les plus petits pays et Ukraine, Pologne, France, qui je pense méritaient largement leur podium. Ensuite, maintenant, comme tu l'as dit aussi, c'était important de maintenir une bonne ambiance, une bonne entente avec ce genre de pays pour, pourquoi pas plus tard, s'entraîner ensemble en vue de l'ETC 2019. S'entraîner ensemble ou tout simplement pour que quand on va se rencontrer, si on se rencontre à l'ETC, on n'arrive pas sur la table en mode celui-là c'est un con, l'autre il pense pareil. On est là pour jouer aux figurines. Franchement, voilà. À un moment donné, il ne faut pas non plus se mettre une pression énorme. Là, effectivement, l'objectif principal, bon, d'accord, il y avait de gagner le WTC, ça aurait été bien, mais c'était aussi prendre de l'expérience, de découvrir là un nouveau joueur, donc Dletch, de voir un petit peu ce qu'il valait en événement international. En anglais aussi. Parce que en anglais, exactement, avec la pression, des gros joueurs, truc machin. Bon, là, sur ça, c'est vraiment carton plein. On a vraiment une grosse XP. Dletch, c'était un succès. Franchement, très bien. En plus, on a passé un super week-end. Encore une fois, franchement, génial. Non, carrément. Justement, par rapport à cette prise d'expérience que vous avez vue, est-ce que toi, de ton côté de Capitana, il y a une remise en question au niveau de l'optique de certaines listes? Puisque on s'est rendu compte, versus les 2 premières places, sous-entendu l'Ukraine et la Pologne, ils avaient des listes moins thématiques. C'est-à-dire que déjà, ils étaient souvent moins table dépendants. Et en plus de ça, ils avaient souvent des listes qui étaient plus homogènes que les vôtres, alors que les vôtres avaient des vraies spécificités. On prend par exemple la liste de notre Olomé qui jouait Drukhari. Il avait une liste vraiment anti-élite, full saturation, force moyenne / forte avec bonne PA et bon damage, versus un Drukhari peut-être plus tanky qui était capable justement d'absorber plusieurs match-ups. Donc quelle est ta vision, toi, justement, après les différents rétextes que vous avez pu avoir sur l'optique? Est-ce qu'elle va changer cette optique? Sous-entendu, de tout miser sur un pairing favorable avec des listes très tracées. En fait, de la manière dont on fait les appareillements, on se rend compte que, avec la V8 et le système d'appareillement qui fait qu'on pose 2 attaques et l'adversaire en choisit une et en refuse une, c'est très difficile de placer une liste d'attaque vraiment pure. Une liste anti-IK, la faire tomber sur l'IK, franchement, si les mecs en face, ils sont pas sympas, c'est pas près d'arriver. Bon, sauf si vraiment on tombe dessus en oublié, mais alors là, c'est vraiment... Voilà, c'est au doigt levé. Donc, faire des listes peut-être plus homogènes. D'un autre côté, la liste par exemple d'Olomé, on a vu, il est tombé sur des match-ups vraiment pas faciles. Et en fait, elle a tellement de ressources, elle a tellement de mobilité qu'elle permet de ramener des points même sur ces match-ups à la con. Contre un To, on se dit, voilà, il va se faire déblayer. Contre un Plague Bearers, où on se dit, mais putain, mais il y a trop de figurines, il va jamais réussir. En fait, il ramène des points parce que la liste, structurellement, est quand même très forte.
Donc il y a vraiment toute une réflexion qu'il faut que nous on ait en interne et qu'on réfléchisse à tout ça. Par rapport justement aussi aux listes qui vont être table dépendants. Ouais. Sous-entendu, toi en tant qu'Eldar, tu te dois d'avoir ta table. Ça peut être comme ça. L'exemple typique, c'est aujourd'hui un orc. Bah, s'il n'a pas de quoi cacher certains persos face à certains match-ups qui sont capables de lui retirer ses 3 Weird Boys ou ce genre de choses, bah, il va prendre relativement tarif. En tout cas, ça va vraiment lui couper l'herbe sous le pied. Donc il y a quand même pas mal de listes au sein de cette équipe pour ce WTC-là qui étaient table dépendants aussi. En fait, le problème entre guillemets de la V8, c'est que ils ont quand même beaucoup nerfé les Alpha Strike, etc. Donc les armées de corps à corps. Mais par contre, les armées de tir, vraiment celles qui tirent vraiment fort, bah celles-là, en fait, elles n'ont pas vraiment pris de nerf. Donc si on n'a pas de quoi se cacher un minimum, ça devient vraiment compliqué. Typiquement contre un taux, contre un taux, l'armée de tir par excellence, ben, si on ne peut pas se cacher, effectivement, on prend la foudre direct. Donc ça devient compliqué. Les listes table dépendant, bah, typiquement la mienne, typiquement moi, si j'ai pas de quoi me planquer au tour 1, le mec il commence, bah, j'ai plus d'armée, je peux remballer, je peux aller boire une bière, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, il y a du pour et du contre. Il y a typiquement l'Eldar Avion. C'est ce que j'allais dire. En fait, Exactement. si on prend la liste de Scar, qui est un des meilleurs joueurs au monde, qui était justement un des joueurs polonais, lui, contrairement à la tienne, toi en tout cas, tu as gagné le l'ESC avec cette liste, tu marques énormément de points quand même avec ta liste, mais tu es 100% table dépendant par rapport à l'exemple que tu viens de donner. Lui qui joue 7 avions, derrière un Wave Serpent et des unités un petit peu fond de cours qui ont une très bonne force de projection, on parle des aigles chasseurs, est pas table dépendant. C'est vrai, il n'est pas table dépendant. Par contre, il n'est pas capable de gérer tous les match-ups. Là où ma liste, on peut lui balancer plus ou moins n'importe quoi, normalement elle doit pouvoir absorber. Donc c'est vraiment deux optiques de jeu différentes en fait. Il faut voir, c'est vraiment une construction de roster où on se dit, bah voilà, j'ai ça en première défense, est-ce que ça convient? Oui, non, sinon on met autre chose, et ainsi de suite. Moi c'est vrai que bah, de toute façon par goût, je préfère jouer cette liste-là, parce que effectivement ça me plaît. J'aime le psy, j'adorais les Death Star. Bon, donc ça me va. L'Eldar Avion, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une alternative. De toute façon, nous, on va se servir des qualifs, des tournois qu'on souhaite faire, notamment à l'étranger, etc., pour peaufiner cette stratégie-là. Pour voir si, effectivement, on peut réduire le nombre d'armées qui ont besoin de leur table, voir si on prend des listes plus homogènes ou pas, voir si, en fait, en retravaillant notre système de pairing, on arrive à attraper les listes qu'on doit chasser. Enfin, on va vraiment tout tester et essayer de trouver la meilleure stratégie possible pour gagner le TC. D'accord. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les tournois à 6 et les tournois à 8? Puisqu'on parle souvent de listes oubliées, c'est un terme que tu as pris tout à l'heure. À 6, tu peux quand même te permettre de mettre des listes qui sont très très fortes, versus souvent quand tu dois choisir parmi 8 listes et que tu as l'ensemble des collègues à disposition, c'est pas forcément facile. Est-ce qu'il y a une différence, en tout cas par rapport à ton ressenti? Vraiment la différence majeure que j'ai ressentie, c'était vraiment au niveau du choix des tables. Là, celui qui gagnait le jet de dés, entre guillemets, gagnait la première table et les 3 dernières. Donc là, c'était énorme. Effectivement, dans un méta à 6, on va avoir 6 plus grosses listes dans le sens où ces 6 listes-là peuvent, entre guillemets, manger l'allié qu'on aurait utilisé pour une autre liste dans un méta à 8. Typiquement, là, on a vu des listes avec de la GI, un IK et puis des BA, alors que dans un méta à 8, peut-être qu'il y aurait, je sais pas, la GI avec les BA et les custos comme nous on avait, et puis l'IK d'un autre côté. Donc vraiment, ça peut changer là-dessus. On a même vu un Drukhari allié Eldar. Alors ça, on a dit qu'on parlait plus. On a dit qu'on n'en parlait plus. Un truc aussi qui s'est vu, c'est que ce genre de tournoi est très éprouvant. Sous-entendu, c'est des rondes qui vont durer 4 heures. Il y a pas mal justement de petits accrochages où on doit systématiquement surveiller ce que fait son adversaire sur le nombre de pouces, sur les règles, sur ses points de commandement, sur tout. Hein. Même si on est sur un jeu d'intention, il y a quand même des règles qui sont strictes et tout le monde n'est pas forcément honnête. Vous, quand vous vous entraînez, j'imagine que c'est souvent des entraînements théoriques, vous n'êtes jamais à balles réelles, sous-entendu, je vais tester de gratter quelque chose pour voir si la personne le voit, parce que ça fait aussi partie de l'entraînement. Hein. C'est pas que faire des stats et finalement, il y a aussi énormément Alors je supporte pas du tout ça. Hein. Le fait est que ça se présente quand même, on a vu quand même pas mal de pays de l'Est qui pratiquent ce genre de méthode, c'est vrai, faut juste voir, ne serait-ce que les malus qui ont été appliqués aussi bien le TC qu'au WTC. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez aussi changer votre méthode d'entraînement? C'est vrai que quand on arrive en tournoi, vraiment en tournoi international, on parle déjà on parle anglais. Donc déjà, c'est plus du tout la même game. Quand on fait les entraînements, on parle en français, voilà. Car mon doigt, on les connaît, l'équipe de France. C'est à la bonne franquette avec le mec que tu connais depuis 10 ans, voilà. Donc déjà, tu surveilles pas spécialement ce qu'il fait, parce que s'il essaie de te gruger à l'entraînement, franchement, il n'y a aucun intérêt. C'est pas trop de pression. Généralement, dès qu'il y a une game qui est finie, t'es déconcentré, truc machin. Bon,
c'est pas du tout les mêmes conditions. C'est vrai que je pense que c'est un plus de faire vraiment les games en mode réel, avec les mêmes délais, avec la même pression. Maintenant, c'est quand même dur à répliquer à la maison. Là où je pense qu'on va vraiment axer entre guillemets notre entraînement, c'est les derniers tours. Parce qu'en fait, tout le monde sait se déployer, puis en plus, on voit rapidement si c'est mal déployé, les premiers tours de game, etc. Mais c'est dans les derniers tours où, bah voilà, il me reste 3 pimpins derrière un mur et un QG qui se balade, l'autre en face, il lui reste pareil, bah là, voir s'il n'y a pas moyen de gratter un petit truc. Parce que c'est mine de rien, on l'a vu, un point, ça fait la diff. Alors 2, c'est encore pire. Mais c'est vrai ce que tu dis, là ça se voyait énormément, c'est souvent quand tu es justement mis dans tes derniers retranchements que tu vas voir justement là où ton codex peut parfois te sauver, en fait dans des situations que tu ne vois pas quand tu mets un 20-0 où ça s'arrête tour 4 parce qu'on a vu que ça allait craquer. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pousser justement l'entraînement à son maximum pour plus de fidélité du terrain. Ouais, je suis d'accord. Fidélité du terrain. C'était un tournoi qui clôturait l'année 2018, qui a quand même été une année assez remplie pour la France, aussi bien avec un ETC compliqué qu'une victoire des championnats du monde en solo que tu nous as ramené justement pour la France, c'est aussi une fierté. Là, un WTC qui se passe quand même assez bien. On a un chapter approve qui sort dans 2 semaines. Qu'est-ce que ça présage pour 2019 ? Déjà, vous aujourd'hui, vous en êtes où et vous allez où ? Pour 2019, on va faire comme tout le monde, on va attendre le chapter approved, on va regarder ça, on va voir comment est-ce que ça impacte déjà nos listes, le méta général, etc. On commence à faire des listes. On a une de nos équipes qui fait le D3 donc, en début d'année. Donc là, on va commencer à travailler aussi sur leur méta, ceci, cela. Il y a pas mal de tournois à l'étranger qu'on souhaite faire. Il y a le BTC. On souhaite voir si on ne peut pas partir. Il y a des tournois à Prague, il y a des tournois en Angleterre, etc. Voir un petit peu tout ça. On a toutes les qualifs. Donc pour l'équipe 1, Bisounours, le D2, le D1. Pour l'équipe 2, Bisounours, le D3, le D2, le D1. Qui commence mi-janvier. Exactement. Donc ça fait quand même pas mal de tournois. En plus, maintenant on a la chance d'avoir 16 joueurs, donc on va pouvoir s'entraîner entre nous, se faire des genres de mini-tournois, vraiment des vraies rondes, etc., des appareillements. Voire reproduire comme l'année dernière, s'entraîner contre d'autres équipes françaises, voire s'entraîner contre d'autres équipes étrangères. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer le niveau et être le plus en forme pour le TC. En tout cas, merci beaucoup Aretas d'être revenu au studio après le déplacement de Zagreb qui a été quand même bien fatigant, où en plus pour la plupart vous reprenez votre vie standard, donc votre vie professionnelle directement le lundi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Tout simplement remercier tout le monde en fait, remercier ceux qui déjà sont venus avec moi au WTC, c'était un super moment, remercier tous ceux qui étaient avec nous en avance de phase, qui nous ont regardés pendant le live, qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés pendant le WTC et après, franchement, à chaque fois, à l'ETC c'était pareil, à l'EC c'était pareil, ça fait vraiment super plaisir de se savoir soutenu et de se savoir encouragé, c'est vraiment une force qu'on a. Ouais, c'est vrai. Tout comme toi, j'appuie sur les remerciements au sein des personnes qui étaient là lors des lives, aussi bien le live qu'on avait fait en amont pour présenter les différentes listes que ceux qui étaient présents sur Facebook. Un grand merci à vous. En tout cas, on espère clairement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. N'hésitez pas à la partager aussi pour faire découvrir justement aux personnes qui ne connaissent pas forcément le fait qu'on a une équipe nationale qui justement va se battre avec son petit drapeau bleu, blanc, rouge dans différents pays. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, c'est important. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.